Bonjour, Anne-France Berthelon. Je suis ravie de pouvoir apprendre plus avec les invités de cette table ronde qui vont parler du rapport entre le passé et le futur à travers les savoir-faire, comment on peut honorer, comment on peut sauvegarder sans figer, sans muséographier les savoir-faire et ça, à travers leurs expériences et leurs expertises respectives. Donc avec moi, voilà, on va partir dans ce sens-là. Sana Moreau, Sana est galeriste. Bonjour. Tu dois vraiment... Pardon. Voilà. Sana est galeriste, musicienne de formation, a été éditrice, journaliste, enfin, parce que de toute façon, la pluralité des regards est importante. Donc, ça raconte quelque chose. Et puis, depuis 2021, je crois, elle nous dira après, elle est arrivée à Paris et a ouvert la première galerie de design ukrainien à Paris. Voilà. À côté de Sana, il y a Michel Maria Chaya. Michel est Bonjour. Architecte et a une agence familiale, en fait, qui est née d'une histoire familiale à Beyrouth, une agence d'architecture, mais qui travaille à Beyrouth et dans le reste du monde, qui passe de l'échelle du macro au micro, de l'architecture à l'objet, et voilà, et a travaillé récemment sur un projet vraiment lié à un savoir-faire artisanal dont on va reparler. À côté de Michel, nous avons Danuta Krill, qui est également designer de formation, architecte d'intérieur, et qui a lancé sa marque, une collection plutôt qu'une marque de céramique fumée en Ukraine. C'est une technique qui était en voie de disparition et qu'elle prend à cœur de moderniser, de faire traverser le fleuve. Et puis, voilà, Danuta va parler en ukrainien et sera traduite par sa voisine. Voilà. Donc, Danuta, voilà, j'avais un petit peu légèrement introduit. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur votre parcours ? Rapidement. Доброго дня. Я дуже, перш за все, хочу сказати, що для мене велика честь і радість бути присутньою на цій події серед чудесних жінок, які творять. Bonjour à tous. Je voulais vous dire avant tout, je suis très heureux et je suis très honorée de vous voir aujourd'hui tous, les femmes qui essayent de faire le mieux de leur côté. Я приїхала вчора з України, сьогодні в моєму місті були атаки, і це знову ж таки підтверджує важливість для мене бути тут і зараз, і розповідати про те, що ми продовжуємо творити, ми продовжуємо жити, і ми продовжуємо жити, власне, сенсами, попри те, що йде війна. Hier, je suis venue à Paris. Ma ville natale a été attaquée. C'est pour ça, je voulais vous dire, je suis là ici pour vous montrer. C'est pourquoi je continue de faire toutes ces créations, toutes ces créativités. Моя колекція і взагалі мій шлях до кераміки ішов від мого професійного шляху дизайну досить вже багато років. І ця, власне, технологія для мене є теж певним шляхом пізнання моєї культури і загалом коріння і архаїки тої країни, в якій я живу. Добре. En fait, cette technique, elle est apparue un peu avant quand j'ai fait mes études. Sorry. Pardon. Peut-être on va lancer la petite vidéo et vous pouvez présenter pendant ce temps. Donc il y a une première petite vidéo qui explique le processus de... Donc vous pouvez en parler en même temps.
Mais je pense que vous pouvez raconter. Отже, я займаюся цим проектом вже 4 роки, взагалі керамікою. Я є сама дизайнер за освітою і за покликанням. Кераміка для мене є можливістю поєднувати дизайн, крафт і сенси в реальні фізичні вироби. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je travaille déjà pendant 15 ans comme designer de l'intérieur des objets. Designer d'intérieur, en fait, D'intérieur, architecte d'intérieur. Oui, oui, oui. Oui, oui. d'intérieur. En fait, le céramique, en fait, c'est un sens qui essaye de combiner le craft, la céramique et l'histoire. Et pour rentrer dans ce processus, comment l'avez-vous découvert, en fait, cette technique de céramique fumée? Et pourquoi avoir voulu la faire dialoguer avec la modernité? Так, унікальність цієї чорнодимленої кераміки полягає в тому, що це, власне, під час випалу при використанні дрів вона окислюється і чорніє. Du coup, concernant Désolée, je vais reprendre l'initiative. Donc, cette technique de céramique noire fumée, c'est une technique très ancienne qui était presque disparue en Ukraine pendant l'époque soviétique. Et en fait, aujourd'hui, il reste juste un seul maître qui travaille dans cette technique. Et grâce à Danuta, on a rénové vraiment ce métier qui était vraiment très ancienne. La particularité de technique, ça veut dire que l'argile que vous voyez, la couleur normale, il faut mettre dans la four avec bois qui brûle dans l'intérieur. On ferme les portes et ça commence la réaction chimique et le céramique absorbe le fumée très profondément, même presque 2 mm, parce que quand ça casse de temps en temps pendant la transportation, on voit. Et après, vous pouvez utiliser ça comme une pièce utile, même mettre dans la four, faire les plats dans la four. Mais pour Danuta, avant, cette maître, il a fait les pièces en céramique noire fumée. Mais Danuta, pour elle, c'était un discours très profond pour trouver le symbolisme très ancien, très archaïque. Elle a créé sa première collection. Et grâce à cette collaboration, cette technique était rénovée. Et cette collection était présentée plusieurs fois dans plusieurs expositions et mettée en valeur par les journalistes parce que c'est vraiment la technique unique. Ça ressemble un peu de raku, mais c'est absolument autre chose. Moi, j'ai une question. Quand vous avez découvert l'artisan, rencontré les quelques artisans qui continuaient à pratiquer cette technique, quels étaient les objets? À quoi ressemblaient les objets qu'ils fabriquaient avant, par rapport à ceux que vous proposez? Раніше майстри, з якими я працюю, я шукала гончарів, які справді володіють дуже добре цією технікою. І, в принципі, я взагалі хотіла тих, які успадкували це як справу батька. І я таких знайшла. Elle a cherché assez longtemps les artisans qui vraiment héritiers de ce métier de ses parents, de sa génération. Et elle a trouvé. Oui, Так, mais ця кераміка оригінально має інші форми, має набагато більше орнаментів. Ми це все прибрали і форми зробили більш мінімалістичними. Et en général, cette céramique qu'il avait utilisée avant, elle était beaucoup plus simple et avec beaucoup d'ornementation. Et donc, Danuta, elle a fait vraiment les choses très pures. Oui, oui. Et donc on voit là, par exemple, quelques exemples de cette approche de la forme, du volume assez minimalistique, ce qui est peut-être avec le monochrome. Donc on voyait ça, mais je voulais voir. Donc ça, c'est la collection
de céramique noire. Mais vous avez également, parce que je trouvais intéressant dans votre parcours d'architecte et d'architecte d'intérieur, on retrouve cette approche très sobre. Donc là, je crois, vous pouvez dire c'est un centre médical, mais même, voilà, il y a une forme qui est pure et qui n'est pas uniquement dans l'artisanat, ça peut être dans la modernité. Donc c'est vraiment votre langage. Так, як архітектор і як дизайнер я завжди стараюся працювати з простими сенсами, тому що і формами, тому що для мене це і є про справжнє, про те, що буде набагато довше актуальне, ніж тренди. Elle essaie toujours de travailler avec les formes très épurées, très minimalistes dans tous ses projets, parce qu'à son avis, c'est quelque chose qui va rester avec du temps après, donc la mode ne va pas changer les formes sobres et épurées. І для мене натхненням, власне, і тим, в чому я черпаю ці образи, є, власне, такі дуже давні архаїчні символи, в тому числі, які є в нашій культурі. Але я їх бачу і в інших культурах. І коли я розумію цю основу, я розумію, що в ній ми всі об'єднані, в цій простоті, в солярних символах, в повазі до землі, до роду, до сонця. От це і є простота сенсів. En fait, elle s'inspire depuis très longtemps par les formes archaïques. Mais en même temps, elle a dit que je découvre, bien sûr, que comme nous tous, que c'est les mêmes formes et ils se présentent dans toutes les cultures. Et pour elle, c'est quelque chose qui nous peut réunir tout d'abord et après rester avec du temps pour toujours. D'accord. Après, j'aurai d'autres questions à partir de ce que vous voulez dire, mais on va peut-être déjà parler maintenant. Je voudrais... Michel Macharia, donc j'ai dit vous êtes architecte, cofondatrice avec votre frère de l'agence d'architecture Mariago. Vous travaillez sur tout le spectre des échelles, de l'objet au planning urbain, dans beaucoup de pays différents. Donc c'est vraiment une approche multiculturelle et multi-échelle. Et vous avez présenté en octobre à WeDesign Beyrouth, qui était, on va dire, pour résumer, c'est une plateforme, on va dire une Design Week à Beyrouth, un projet collaboratif avec des artisans, mais aussi avec Rattan Hun, et qui était vraiment sur le rotin et sur l'osier, et toujours une façon de comment ce savoir-faire peut être contemporain, peut parler, peut être désirable sans être dans la citation de l'existant. Donc, c'est pareil, on va remettre le petit film de la fabrication, mais je veux bien que vous nous parliez de ce projet, comment est née cette rencontre et ce désir. Ok, alors pour la WeDesign à Beyrouth, on nous a demandé d'utiliser la matière du rotin et de la transformer ou de montrer toutes ses capacités. Alors, nous avons choisi dans l'usine à Broyan, qui est une usine de textile, qui dans le passé était une usine de textile. On a choisi un espace qui est renfermé sur lui-même et où il y a des fenêtres au plafond. Et de cet espace, on a eu l'idée de produire un espace de performance ou plutôt comme un théâtre dans lequel le rotin sera mis en valeur. Donc l'idée était de faire justement des chaises disposées comme dans un théâtre avec un dossier qui monte du plus bas au plus haut vers l'arrière et devant un grand écran pour projeter ce film que vous voyez maintenant. Et l'idée était que ce soit comme une installation qui se reflète sur elle-même, une installation qui montre le processus de fabrication, la collaboration que nous avons faite avec Rattan Hun, les artisans qui ont travaillé sur ce projet. Et donc, on en a profité pour explorer différentes techniques dans le rotin, les différents matériaux aussi. Bon, il y a différentes épaisseurs, il y a l'arrondi, il y a le plat. Et nous avons choisi une forme ou bien une idée de forme très basique, celle d'un pli
pour que nous mettions en valeur la texture et la technique, plus que la structure. Donc on a essayé dans cette idée d'annuler le visuel du pied, du piétement, et donc c'est comme un pli, comme si le tapis lui-même avait fait toutes ces chaises. Et tout fait partie de ça, et même le tapis a été noué sur place, tissé plutôt sur place, et à la fin de l'exposition, le tapis a été démonté et rien ne reste de cette expo parce que chaque chaise a trouvé une maison, et ça fait plaisir parce que c'est aussi une installation éphémère mais qui dure dans sa présence chez chacun. Oui, c'est un langage et c'était instaurer un dialogue et ce dialogue se perpétue, à trouver. Exactement. Et peut-être pour c'est un petit background parce que c'est pas anecdotique. Ça s'appelait Wickerscape Oser l'osier, oui, et oui. c'est une référence très personnelle. Oui, c'est un clin d'œil à ma maman qui, à la fin des années 80, avait ouvert une boutique d'osier, de bambou. Et c'était à Tripoli, la deuxième ville du Liban. Et c'était très avant-garde. Donc, sur la vitrine, elle avait écrit en grand « Oser l'osier » pour encourager les gens à aller vers cette matière qui n'est pas noble, qui n'est pas... on était habitué plutôt aux meubles en bois, cossus, travaillés. Et voilà, donc c'était une référence à ça. Et parce que c'est notre groupe, en fait, avec mon frère, c'est une histoire qui a commencé très jeune avec notre maman. Et elle n'est plus avec nous de ce jour, mais c'était un petit clin d'œil à cette histoire. Là, on voit un petit peu ces variations, cette exploration sur la matière, sur le tissage, sur les épaisseurs. Là encore, c'est encore un jeu avec les échelles, peut-être. Exactement. Donc là, vous avez différentes techniques. Là, c'est du canage. À droite, c'est le canage qui est monté sur une structure en bambou. À droite, c'est un rotin qui est coupé plat et c'est tissé. Ensuite, vous en avez d'autres. Pardon. Ouais. Oui, voilà. Et là, c'est les pôles. Et donc, ces chaises étaient placées à la fin de cette installation. Donc, on voulait aussi suggérer l'idée d'infini, que ça ne finissait pas et qu'on les a laissés inachevés. Oui, c'était déjà la forme, c'est un 8, un peu un symbole de l'infini. Ouais. Et donc, ça, c'est ce projet qui est vraiment lié à un savoir-faire artisanal, mais ce savoir-faire artisanal, dans d'autres projets architecturaux que vous menez, vous le développez de façon différente. Donc là, il y a eu toute une exploration aussi du potentiel du papier washi. Tout à fait. Alors, ça a commencé dans un projet d'architecture d'intérieur pour un restaurant japonais à Beyrouth. En fait, ça démontre notre approche en général pour le design. C'est que nous essayons dans nos projets de répondre à une problématique contextuelle, à trouver une certaine identité au lieu qui a rapport avec les contraintes, l'histoire, l'origine de la marque et tout ça. Donc, pour un restaurant japonais, on a pensé au washi, donc le papier japonais. On a voulu développer un énorme luminaire au-dessus d'un bar. Et à partir de ça, ça a attiré l'attention d'une galeriste, Galerie Gabriel, et qui nous a demandé de développer une ligne de luminaires qui aujourd'hui sont exposées à New York. Donc ça, c'est une technique on déchire le papier, on les assemble sur une structure invisible que vous ne voyez pas, mais en fait c'est une structure assez complexe et ça demande de l'ingénierie pour porter cette forme et pour intégrer tout ce qu'il y a comme éléments techniques. Et de contrôler aussi la lumière à travers ces différentes épaisseurs.
Et on essaye de développer différentes variantes sur ça. En applique, en floor lamp, en table lamp, en pied de table, non, comment on dit? Oui, et puis ça, ce sont d'autres projets aussi où on retrouve le papier et puis des collaborations avec d'autres artisans. Collaborer avec des artisans, même quand on est architecte, c'est important. C'est important, pas seulement parce que chaque artisan rajoute son souffle au projet, mais aussi ça donne une unicité, ça donne quelque chose de particulier et d'unique qui a été créé uniquement pour le projet. Et parce que c'est artisanal, parce que c'est fait à la main, ça a ses défauts, ça a son charme. Et donc, ça rapporte aussi cette identité du vécu. Oui. Parce que quand on fait tout, quand on ramène du nouveau, si ce n'est pas du vintage, ça va faire showroom. Donc l'idée, c'est toujours de faire appel à l'artisanat, au savoir-faire manuel, pour que ça rajoute cet esprit de vécu. Oui, c'est une épaisseur de vécu, surtout. On est dans une époque où tout ce qui est... Mais souvent, les designers sont aussi, ou les architectes ont même une frustration, puisque l'interlocuteur est l'écran. On envoie des plans, on fait presque plus les prototypes. Donc, on voit que ce retour à l'analogue prend de l'importance. On voit qu'au moment de l'IA, je crois qu'hier, il y avait autre chose, ça c'était le Business of Fashion, mais qui disait que sur Instagram, on commençait à passer des images très léchées où tout le monde a, vous savez, le matcha latte avec ou la palette de maquillage, et des choses complètement brouillonnes, parce que c'est la vraie vie, parce qu'on se rend compte, parce que sinon, ce qui est parfait est généré par ordinateur. La vraie vie va être générée par ordinateur en images aussi bientôt, mais bon. Et Sana, du coup, vous êtes justement dédié à tout ce qui est artisanat ukrainien. Vous avez cet espace, peut-être 2 mots sur cet espace que vous avez choisi, une sélection ici, à Maison et Objets, dans le Hall 1. Dans Hall 1, stand 102, mais ça c'est juste la visualisation. En réalité, heureusement, c'est beaucoup plus joli. Je peux vous confirmer. Par exemple, oui, par exemple, en fait, ce projet a été réalisé grâce à soutien de Maison et Objets, qui porte toujours une attention pour le design ukrainien. Il nous suit depuis 6 ans ou 7 ans. On participe chaque édition avec les sélections de certains designers. Et cette fois-ci, on présente un projet néo-folklore ukrainien, 25 participantes, 50 nouveaux objets qui étaient créés vraiment récemment, d'années précédentes, je crois. Et oui, savoir-faire pour design ukrainien, c'est quelque chose, c'est la base. Tout d'abord, parce que nous avons un design ukrainien, c'est quelque chose de phénoménal, parce qu'on n'a pas toujours une grande école de design comme en France, comme en Italie, etc. Donc, le design ukrainien était né vraiment il y a 15 ans, peut-être, même il y a 10 ans, vraiment. On ne parle pas de design industriel soviétique parce que ça ne marche plus. Et voilà. Et la base du design ukrainien contemporain, c'est savoir-faire, c'est la matière, c'est du bois, céramique, le paille, comme vous voyez ici, le verre soufflé, comme Murano, par exemple, céramique, bien sûr, c'est le principal. Mais le phénomène pour moi de design ukrainien contemporain, pourquoi on parle de néo-folklore? Parce que pendant la guerre, comme vous comprenez, on cherche à nouveau notre langage culturel pour devenir encore un peu plus fort. Et dans notre histoire de la culture, malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'années glorieuses qu'on peut vraiment être ouvert, montrer notre culture, chercher, etc. C'était toujours très compliqué. Maintenant encore beaucoup plus. Et donc, beaucoup de designers s'inspirent pour les choses très profondes, même avant de Jésus-Christ, bien sûr, bien avant. Et aussi, deuxième phénomène de design ukrainien, on avait une grande époque qu'on peut dire, c'est modernisme.
la première partie du XXe siècle. Et les pièces que vous verrez, j'espère que vous allez visiter le stand, c'est un mix, vraiment un cocktail un peu bizarre. Vous sentez tout de suite s'il y a quelque chose, vous ne comprenez pas c'est quoi cette esthétique, parce que c'est bien mélangé avec les choses archaïques, c'est mélangé avec modernisme, c'est mélangé avec les meilleurs exemples de design mondial, parce qu'on est très ouvert, c'est mélangé avec les technologies, c'est mélangé avec très fort savoir-faire, la matière qui est très belle. Et voilà, et maintenant, on a fait les sélections de 25 artistes qui présentent les pièces vraiment remarquables parce que c'est quelque chose de nouveau, même pour nous. Oui, justement, c'est juste un exemple ou deux, j'ai mis ça. Oui, mais c'est le vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment d'école, de formation, parce que c'est ça qui est important aussi, On n'a c'est la pas. transmission. Oui. Quand on travaille avec des artisans, quand vous travaillez avec des artisans, c'est aussi une façon de perpétuer la transmission des Oui, savoirs. oui, Là, je pense que d'après ce que j'ai vu, c'est une designer et une spécialiste de l'artisanat, en fait, Oui. plutôt du côté anthropologue, et Oui. qui font ces araignées en paille, mais qui Oui. ont décidé sur leur propre site de faire un tutoriel pour que chacun puisse le faire aussi. Donc, parce que il y a une générosité, il y a une histoire de partage. Oui. C'est pas juste utiliser le savoir-faire de l'artisan. Et ça, c'était peut-être la question que... Voilà, ça, ce sont d'autres... ça, c'est autrement. Oui. autrement, mais d'autres... Je voulais vous poser à vous trois, mais surtout peut-être à Danuta et à Michel. Comment se passe comment on peut travailler avec des artisans sans s'approprier un savoir-faire qui était existant? On parle beaucoup d'appropriation culturelle, de choses comme ça. Comment on respecte l'artisan? Vous disiez souvent, c'était très orné, son expertise se montre. Et quand on veut faire quelque chose d'épuré, comment se passe ce dialogue? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Vous voulez pas commencer par Danuta? N'importe. Oui, je vais traduire. Вона питає, чи важко тобі працювати з ремісниками, адже ти не є сама ремісником. Як ти їх поважаєш, їх візію? Як ви знаходите цей баланс між твоєю дизайнерською візією, ремісничими якимось практиками і устоями? Ви знаєте, дуже складно знайти тих гончарів, ремісників, які готові працювати з дизайном, особливо сучасним. Si on parle de transmission, elle a dit que c'est vraiment difficile de trouver un artisan ou les artisans qui est prêt de travailler avec les designers contemporains parce qu'ils sont chacun sa vision, comme vous avez d'accord. Крім того, в мене була особисто така внутрішня вимога, щоб ці майстри мали дуже високий рівень кваліфікації, тобто вони знали своє ремесло ідеально. Et la deuxième question, elle cherche les artisans qui vraiment maîtrisent très bien son métier pour avoir la capacité d'aller encore plus loin. І мені пощастило це знайти власне, мені пощастило знайти таких майстрів. Тобто це дуже висококласні гончарі, які справді і дуже добре на рівні нашої країни. Це одиниці таких майстрів, які володіють цією технологією чорнодимленої кераміки. І крім того, вони абсолютно відкриті до взаємодії з дизайнером. Elle avait beaucoup de chance parce qu'elle a trouvé son céramiste, le meilleur en Ukraine qui maîtrise cette technique de céramique noire fumée. Et en plus, il est ouvert, il a un esprit ouvert pour vraiment collaborer avec les autres visions plus contemporaines. Тому мені дуже просто працювати, тому що я знайшла своїх людей. І ми насправді дуже сильно один одного підсилюємо. Тому що я знаю, якщо б вони не зустріли мене, якщо б вони не почали працювати зі мною, вони б не розвивалися так, як вони розвиваються зараз. Et grâce à cette collaboration, et Danuta et les céramistes, ils se développent vraiment 10 fois plus vite. Et elle dit, si je n'ai pas trouvé cet maître, cet artiste, peut-être il ne pouvait pas aller plus loin dans son métier. D'accord.
Dans notre cas, je pense que la question ne se pose pas vraiment parce que l'artisanat au Liban n'est pas dans la tradition. Malheureusement, nous avons lâché la tradition. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut que les designers, il faut que les associations travaillent sur les artisans pour qu'ils continuent à pratiquer les anciennes techniques. Du coup, ils sont très ouverts aux nouvelles idées. Et donc, ils sont ouverts à la collaboration, ils sont très à l'avant dans l'exploration de nouvelles techniques. Et c'est comme ça qu'on arrive à collaborer et à aller dans le contemporain sans hésitation. Oui, et peut-être comment une nouvelle génération d'artisans, parce que je crois que dès qu'on parle de collaboration avec les artisans, ce sont souvent des gens détenteurs d'un savoir-faire qui ont un certain âge, parce qu'ils ont traversé, et ça devient plus rare. Il y a des initiatives pour rendre ce métier désirable, mais comment se passe la transmission avec des plus jeunes? On pourrait faire le parallèle, je pensais, avec la cuisine. On a vu la cuisine avec toute une génération depuis un certain nombre d'années maintenant de jeunes chefs qui, par exemple, utilisaient des légumes oubliés, des légumes un peu pauvres, comme là, que ce soit le rotin, que ce soit la terre, ce sont des matériaux modestes, accessibles en termes de prix, et on les propulse dans une autre dimension de désirabilité. Et peut-être il y a 40 ans, être chef, c'était un métier difficile, il y avait une hiérarchie. Maintenant, on voit des jeunes chefs qui sont indépendants, qui sont des rockstars, qui dans leur métier et qui choisissent leur vie. On pourrait imaginer que la nouvelle génération d'artisans pourrait devenir ça aussi. En effet, je trouve que les enfants des artisans, on les voit, ils sont déjà présents. Ils ont un regard détaché par rapport au métier de leurs parents et ils ont un regard frais. Du coup, ils ont accès à plus d'ouverture, de communication avec le monde et on espère que c'est comme ça que le métier de leurs parents va pouvoir perdurer. Mais il y a une association qui a The Ready Hand qui a travaillé à Beyrouth à rassembler tous les artisans dans un inventaire et c'est justement dans l'idée de continuer la tradition mais aussi de les exposer au monde, de pouvoir communiquer ce savoir-faire et de donner accès à tous les designers pour pouvoir travailler directement avec les artisans. Oui, pour que ce soit un vrai dialogue et que chacun y trouve son compte, que l'artisan ne soit pas juste le fabricant. Parce que c'est dans collaboration, il y a la main de l'un et la main de l'autre, la tête de l'un, la tête de l'autre se tissent. Est-ce que c'est la même chose pour les céramiques? Est-ce qu'il y a des jeunes artisans qui reprennent? Отже, в нас насправді два основних шляхи. Це дуже часто справді сімейна історія і передається від з покоління в покоління. Я таких знаю майстрів і я таких теж шукаю і ціную. On a deux parcours. Le premier, c'est vraiment comme d'habitude, quand le métier, on se reprend par notre parent, génération par génération. Il ne reste pas beaucoup, mais dans nos tas, il y avait 7 maîtres qui travaillent comme ça dans la famille. Також в нас сильна ця є мистецька освіта, принаймні була, і вона теж давала можливість ці знання здобути з нуля, якщо в тебе ніхто в сім'ї цим не займався. Et deuxième direction, en fait, nous avons très bonne éducation dans le domaine d'art plastique surtout, et c'est contraire avec le design moderne, mais grâce à ce très bon système d'éducation d'art plastique, on peut aussi reprendre notre métier génération par génération.
Але зараз я бачу останні роки такий тренд, і як на мене він є дуже важливий, коли бренди, такі, які працюють з крафтом, і це в тому числі і моя роль, роблять це такими освітніми проектами, які поширюються загалом серед мас. Тобто вони стають трендами серед людей, які взагалі, можливо, до того не цікавились ні керамікою, ні крафтом. І це, мені здається, найважливіше, тому що тоді ми зацікавлюємо значно більші кола, і ми можемо знайти ще набагато більше людей, які це будуть робити. Mais grâce à un projet comme Danuta a réalisé, elle continue. Et cette technique, par exemple, comme céramique noire fumée, devient beaucoup plus connue même pour les Ukrainiennes, pour le public plus large qui s'intéresse, qui essaie d'apprendre. Et ça donne aussi une nouvelle vague. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que ça peut être une plateforme qui suscite des vocations, le désir désir d'être designer, désir d'être artisan également. Mais du coup, j'ai une question pour vous deux, peut-être moins vous, parce que ça a trait à l'architecture. Quand on est architecte, on travaille toujours en équipe. C'est rare de travailler seul. Et c'est sans doute une différence avec le designer. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il faut dialoguer avec des profils différents. Est-ce que, quand on est sur un chantier, ce n'est pas forcément des artisans d'art, mais c'est des artisans. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui définit votre pratique dans le croisement des disciplines? Oui, tout à fait. Ça nous intéresse justement de collaborer avec des artisans, des designers, d'autres architectes. C'est toujours enrichissant parce que c'est, comme vous le dites, c'est un dialogue et à chaque fois, le résultat est différent. Et je pense que c'est le futur de la création. Ça doit être dans la collaboration parce que on sort de soi-même et on sort de l'intuitif. Ça devient plus dans la création d'une réponse à une problématique, à une temporalité. C'est important que ce soit mature et pas juste une expression de soi, surtout par rapport aux espaces d'architecture. Oui, et peut-être, je ne sais pas si Danuta veut répondre. Tu peux un peu raccourcir. Oui, non, je disais que quand on fait un travail là, par exemple, je pense peut-être le travail d'architecture, on voyait le centre médical ou quelque chose comme ça, c'est une rénovation. Le fait, on travaille en équipe. Là, c'est pas forcément juste des artisans, ça peut être des maçons. Enfin, ce sont des artisans, mais c'est pas pas un artisan céramiste ou d'objets. C'est pas un artisan d'objets. Est-ce que ça fait que dans la pratique, on est déjà habitué à intégrer le regard de l'autre, à accepter le savoir-faire, voir les suggestions de l'autre? Так, я працюю, в мене є дизайн-студія, власне, і ми справді займаємося такими великими комерційними об'єктами. Якщо я в якісь проекти хочу додати кераміку чи якісь унікальні елементи, звичайно, ми це робимо. Тобто я дуже, взагалі, одна з моїх місій, власне, показати, як дизайн може цей крафт народний, цю традицію розвинути. Оце моя основна місія, ціль, і я стараюсь це робити. Sa mission, en fait, montrer comment le design contemporain peut développer et montrer à grand public le savoir-faire de tradition. Et deuxième chose, bien sûr, quand elle réalise les grands projets et s'il veut donner un peu de goût unique dans son projet, elle travaille avec les artisans et elle invite pour intégrer dans le projet avec sa vision. Et est-ce que dans un projet que vous avez réalisé avec des artisans, il y a eu un input de l'artisan qui a modifié un petit peu, apporté une touche différente, une petite bifurcation? Peut-être déjà, oui, Michel. Et
Je pense à plusieurs projets. Dans chacun, il y a en fait, on leur donne la liberté de nous guider dans la technicité, mais aussi dans la manipulation. C'est important parce que je ne sais pas si je veux donner des exemples particuliers. Mais bien sûr que c'est l'artisan qui donne le dernier ton à l'objet. Et qu'il faut leur donner de la liberté, mais en même temps, il faut qu'on reste sur la voie qu'on leur a proposée pour que ça s'aligne à la vision qu'on a du projet. Переважно в мене такого не буває. En général, c'est pas sa pratique, c'est elle qui dirige avec les artisans, donc elle donne sa vision et il réalise, en général. Але це тому, що в нас дуже великий рівень взаємної довіри, і вони цінують дизайн, а я ціную їх знання, власне, технології і взагалі, як вони це втілюють. Mais ce n'est pas la dictature de sa part, c'est parce qu'ils travaillent vraiment ensemble dans la même direction et ils partagent vraiment très profondément ces visions. Et j'ai aussi une question. Donc, comment, quand on travaille avec des savoir-faire qui sont patrimoniaux, qui existent depuis longtemps, comment on peut éviter de tomber dans l'écueil du cliché, en fait, du décoratif et du cliché? Oui, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder la matière en elle-même, la capacité de la matière comment la sublimer, comment voir d'un œil frais. Justement, en tant qu'architecte, nous avons cette capacité de regarder la matière comme une source d'inspiration, comment on peut la pousser vers ses limites, et puis avec le dialogue, dans le dialogue avec l'artisan, on pourra trouver une nouvelle transformation à cette matière. Donc, si on va au-delà de l'exercice de voilà une tradition que je veux transformer, on regarde seulement la matière elle-même, dans notre cas le rotin, le papier, la céramique, c'est plus intéressant à explorer. Oui, et la matière, parce que je pense que Danuta, vous disiez que l'argile elle-même vient d'une région bien spécifique en Ukraine. En fait, c'est là où elle est fabriquée, c'est dans l'ouest, mais elle vient de l'est, parce qu'elle est chargée en minéraux qui vont permettre d'avoir cette oxydation, etc. Oui, donc, c'est vrai. Le troisième, effectivement, c'est un triangle. Il y a peut-être l'architecte, le designer et l'artisan, et la matière qui fait le lien. Exactement. Donc la question, c'est à propos de clichés. Si Oui. c'est difficile, ne pas tomber dans le cliché. Так, це насправді це складніше. Oui, c'est vraiment très difficile parce que la tradition est très forte. Але для мене це дуже про те, щоб вміти чути себе, і вміти бути, відчути цю простоту справжнього. Mais pour elle, plus important, c'est écouter elle-même et trouver la simplicité, une vraie simplicité et pureté dans elle-même comme un esprit. І коли я знайшла цю мову візуальну, для себе в першу чергу відкрила, я так само знайшла дуже багато розуміння серед людей, які нас знають, знаходять, бачать. І це неймовірний просто діалог. Et finalement, elle a trouvé le langage esthétique d'elle-même. Et après, quand elle l'a trouvé, elle a vu que beaucoup de gens autour d'elle aussi ont le même esprit, sont le même esprit. Тому що дуже довго наша культура загалом була таким нашаруванням різних шаблонів. І
можливість нарешті працювати, відкинути це все і побачити себе справжнього, відчути це, це для нас неймовірно, і для мене, і загалом для нас, як українців, величезна цінність. En fait, il a dit les choses importantes, même pour moi, tout à l'heure, que la culture ukrainienne, comme c'était vraiment plusieurs couches de clichés culturels qu'on a pris avec les colonisations et tout ça. Et finalement, quand on a lâché tout ça, on a trouvé nous-mêmes les choses vraiment très profondes, les formes, les sens très profonds. Et Danuta, elle a fait ce parcours et elle a trouvé. Oui, mais je pense justement, sur rebondir, Michel, vous disiez qu'à propos sur un projet récent, on vous disait de faire quelque chose de libanais, et que vous disiez, mais qu'est-ce que c'est qu'être libanais? C'est justement des multicouches. C'est le cumul d'une histoire que le Liban a vécue, des différentes cultures qui ont passé par le Liban. Et c'est comment réinterpréter ça d'une façon contemporaine et contextuelle, c'est ça le challenge. Oui, parce que tout se tisse. Et je pense que quelque chose dont je crois que Danuta, vous disiez que vous aviez envie avec les céramiques que les personnes qui en font l'acquisition inventent leur propre rituel de quotidien. C'est quand je pense que, pareil, en tant que designer, en tant qu'architecte, on a toujours un interlocuteur qui est l'utilisateur, même si on ne le connaît pas. Donc c'est aussi un dialogue. Ça ne peut pas être monodirectionnel comme pratique. Et qu'est-ce que vous pensez du futur? Est-ce que la technologie, est-ce que l'innovation est compatible avec l'artisanat? Au contraire, je pense que c'est même nécessaire d'allier la technologie et l'artisanat. La technologie ne veut pas dire nécessairement remplacer le travail manuel. La technologie peut venir seconder le travail manuel, en faire un objet plus complexe. Comme je vous ai montré, les lampes, c'est de la technologie. C'est un objet d'ingénierie qui a une grande composante manuelle et qui donne un résultat craft. Donc, pour réaliser ça, il faut avoir du LED très performant, c'est dimmable comme on le veut. Donc, ça, c'est juste un exemple de comment on peut mettre la technologie au service de l'évolution en association avec l'artisanat. Je crois que les fours ont changé, par exemple. Non? Je crois que les fours ont changé. Я думаю, що я сподіваюся, що ні, але ми маємо технологію все одно враховувати і використовувати. Тобто ми не можемо відірвати цей світ крафту від реального світу тої еволюції технологічної. Але ми маємо, це зовсім інша цінність. От воно щораз більшу цінність має на фоні того розвитку технологій. Elle dit qu'on ne peut pas séparer la technologie et le craft, mais le craft a autre valeur. C'est tout. Donc, mais oui, non, mais je crois que vous aviez les fours sont plus exactement les mêmes. Пічка, вона ж змінилася, вона ж не така. Так, в оригіналі вона була земляна, і вона замінилась на електричну і буде замінятись на кращі, якісніші в міру росту нашого виробництва. Il y a très longtemps, c'était la four dans la terre avec bois qui brûle dedans. Maintenant, bien sûr, c'est la four déjà la moitié électrique, mais quand même, elle utilise le feu. Mais il est en train de changer encore le four pour plus moderne parce que le projet se grandit. Et alors voilà, peut-être juste dernière question avant d'ouvrir au public. Est-ce que tous ces projets, est-ce qu'ils ont une dimension universelle? Je pense que le moment où l'artisanat ramène de l'émotion, ça peut devenir universel.
On n'a pas besoin de traducteur pour nous dire si on aime, si ça nous fait vibrer. Je pense que c'est dans ce sens. Oui, transgénérationnel, universel, au-delà des frontières, c'est un langage en fait, c'est un langage qui est fluide. C'est un langage et dès qu'on sort aussi de la répétition de formes ou de motifs ou des choses reconnaissables et on rentre dans l'abstraction aussi, ça permet à aller aussi au-delà du temps et de se transmettre à d'autres. Ça ouvre, oui.